Veuillez noter, cet épisode est entièrement en français. Please note, this episode is entirely in French. For the English version, please go to Season 2, Episode 5, where the interview segment has been translated into English using AI. Hey, ici Steph, et bienvenue sur le podcast Together Moving Forward. Saison 2. Salut tout le monde, je suis Steph Vachon et je suis un être humain. Bienvenue au podcast Together Moving Forward, s'aimer et se respecter enfin. Ce podcast est pour la communauté 2S LGBTQIA+, ainsi que pour nos amis, alliés et tous les êtres humains. Yay! C'est une première. Enfin, mon tout premier épisode en français. Et il y en aura d'autres aussi. Pour commencer, je dois dire que je ne suis pas un psychologue, ni spécialiste, ni quelqu'un avec un diplôme universitaire. Je suis juste un gars bien ordinaire, ici pour partager avec vous tous et pour qu'on se soutienne mutuellement. Je ne dirai à personne quoi faire ou comment le faire. À la place, je vais partager mon parcours et on va tous partager nos parcours ensemble. On va apprendre les uns les autres comment avancer. Je voulais vraiment commencer à faire des entrevues en français et je suis vraiment content d'être ici avec vous aujourd'hui. Steve est ma toute première entrevue en français et quelle façon incroyable de commencer avec lui comme invité. Steve et moi avons beaucoup en commun. On a tous les deux grandi dans un petit village, loin de la ville. On a tous les deux dû apprendre beaucoup trop tôt qu'on ne pouvait pas être nous-mêmes et qu'on allait devoir faire face, seul, au rejet, au silence et aux abus. Steve vient d'une magnifique région dans l'est du Québec, au Canada, au bord de l'océan Atlantique, qu'on appelle la Gaspésie. Exactement la même région que mon mari, qui a lui aussi dû faire face à l'intimidation et l'homophobie, surtout à l'école. La même école que Steve a eu à fréquenter. Il y a quelques semaines, j'étais chez mes beaux-parents dans cette même région, qui en passant sont des grands-parents extraordinaires pour notre fils, très présents dans sa vie et vraiment formidables avec nous. J'en profite pour dire un petit coucou à grand-papa et à grand-maman. Un des oncles de mon mari est venu nous rendre visite avec sa conjointe. Elle nous racontait des histoires horribles que son propre fils, qui s'était fait intimider et maltraiter dans cette même école, et qu'il ne semblait pas y avoir eu vraiment d'action à ce moment-là. Ça m'a vraiment mis en colère d'entendre ces histoires horribles, puis ça m'a ramené directement à ma propre enfance. C'est là que mon mari m'a parlé de Steve, de tout ce qu'il avait vécu dans sa jeunesse et de tout ce qu'il fait maintenant, en tant qu'homme gay, pour se reconstruire et avancer. Je le sais, ça va être assez intense pour moi, mais je suis vraiment prêt à entendre l'histoire de Steve et en apprendre plus sur ce qu'il a à partager. Assez parlé, allons le rencontrer maintenant. Alors, salut Steve et bienvenue à mon podcast Together Moving Forward. Je suis très heureux que tu sois mon premier invité en français. Premier invité francophone. Yeah! Oui, yes. Ben, pour débuter, peux-tu nous parler brièvement de toi? Alors, je m'appelle Steve Huet. Je suis un fier Gaspésien du Nord. J'ai bientôt 45 ans. Fait que j'ai un petit peu de vécu dans cette body-là. Je vis à Rimouski depuis très, très, très longtemps, maintenant, près de 20 ans. Je suis mariée à un homme, mon beau Gaétan. Ça fait 11 ans qu'on est mariés, quand même. Félicitations. Ouais, un Acadien, fait que je suis grillée de belle famille. Et puis, je suis un petit gars de Cloridorme en Gaspésie. J'ai travaillé pas mal comme préposé aux bénéficiaires jusqu'à maintenant. Presque toute ma vie, j'ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires. Et puis là, ben, je suis retournée aux études pour faire massothérapie. Et puis à travers ça, ben, j'ai hérité de l'âme artistique de ma mère, là. Fait que moi, c'est dans la littérature que je me suis beaucoup, beaucoup émancipée. Donc, c'est pas le métier qui paye le loyer, mais c'est le travail qui me donne le plus de satisfaction, c'est d'avoir écrit mes 2 livres,
Puis le 3e livre qui s'en vient, donc ça, c'est ma passion, l'écriture. En général, comment était ton enfance et quel impact a-t-elle eu sur ta vie? L'enfance, je tiens à le dire, j'ai eu le plus beau des enfances. Souvent, quand j'écris, j'ai une phrase fétiche pour décrire ça, c'est la douceur de vivre de la Gaspésie. J'ai eu une belle enfance, une enfance d'enfant solitaire. J'étais servant de messe. Il y a beaucoup de distance d'âge entre mes frères et moi. Donc, j'étais le petit gars à sa maman qui la suivait partout. Puis dans mon enfance, j'étais beaucoup chez ma mère. En Gaspésie, une grand-maman, c'est une mère. Puis j'ai vécu beaucoup en observant les adultes. J'aimais beaucoup ça. Ma mère était dans les Marie-Reines, les Filles d'Isabelle, des communautés importantes qui a construit le Québec, là, le Québec féminin, là, était beaucoup dans ces groupes sociaux-là. Puis moi, là, j'étais l'enfant qui était traîné là, dans les meetings des Filles d'Isabelle. Puis j'ai vu et entendu des choses extraordinaires. Puis la nature de la Gaspésie. Oui. Je te dirais que si aujourd'hui, j'ose dire que je vais publier un livre de poésie, mais pas n'importe quelle poésie, la poésie faite par un fils de bûcheron. Donc, c'est vraiment relié à cette époque importante qui est mon enfance, dans la douceur de vivre de la Gaspésie, où là, c'était mes plus belles années ever, là, où c'était bon, la Gaspésie de mon enfance. Il y avait l'immensité de la mer à Cloridum, là. Qu'est-ce que tu as à faire quand t'es flot, là? Tu vas jouer sur la grève. Moi, je me faisais des cabanes. Moi, j'en parle dans mon prochain livre, justement. Il y avait un promontoire rocheux, puis j'allais là-dessus, un petit gars de 8 ans, puis moi, je disais que c'était mon stage, parce que j'étais bien gros accroché sur Céline Dion, Lady Di, c'était les années 90. Puis la mer, là, je pensais que c'était un public. Donc, l'enfance m'a tellement nourri que même si après j'ai vécu des années très difficiles, là, il y a eu un gros retour du balancier, ben ma survie à moi vient du fait que j'ai eu une belle enfance en Gaspésie. Ça, je chéris beaucoup ça. C'est une belle base, c'est ça qui te permet, qui t'a D'abord, permis de continuer. ah oui, j'ai beaucoup de gratitude vers cette époque-là. Tu as vécu de l'intimidation à l'école. Peux-tu élaborer sur ce sujet, s'il vous plaît? C'est franchement, je me demande quel parcours j'aurais eu dans la vie sans avoir vécu l'intimidation, parce que moi, les études que je me prédestinais, c'était commerce de la mode. Donc, j'ai vraiment eu un tout autre enlignement de vie à cause de l'intimidation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont pas passées dans ma vie après, là. Moi, j'ai vécu l'homophobie dans une époque où, dans les écoles, et là, je dis les années 90 parce que je suis née en 81, dans les écoles de tout le Québec, là, c'est pas rien qu'à cause de mon école à moi, là. Au Québec, il n'y avait pas de plan sur l'intimidation et pour contrer l'homophobie, entre autres. Il n'y avait pas de plan. Donc, c'était systémique. L'homophobie dans mon village. Euh, c'était, c'était pas rien parce que moi, j'étais gay. C'était l'après-crise du sida, premièrement, si on fait un peu d'historique, là. Donc, tout ce qui était homosexuel, là, c'était des gens sales. Et Ouais. là, je suis un peu crue ce matin parce que moi, j'ai écrit beaucoup sur ces sujets-là, donc je peux le dire que c'est ça que quand c'était une approche systémique, c'était
le village, le système, c'était l'école, c'était une sale époque pour être homosexuel en Gaspésie ou autre région du Québec. C'était une époque comme ça. C'était comme le racisme ou c'était un moment où à tous les jours, on se sentait à part, on se sentait sale. Moi, je me souviens, une journée type, j'entrais dans l'autobus le matin, puis tout de suite, là, l'autobus était plein quand que ça Mhm. arrivait chez nous, l'autobus. Fait que tout de suite, là, c'était vraiment au secondaire que j'ai vécu le pire. Dans l'autobus, on pouvait me garocher des roches, on pouvait m'insulter. Là, maintenant, j'ai du recul, puis j'ai travaillé beaucoup sur cet aspect-là, mais j'en ris maintenant. Hein. On m'insultait, on disait que, entre autres, j'étais sale, que je sentais la merde. Avec des pailles, là, on envoyait des petites roches, puis là, ça fessait le derrière de ma tête. Vraiment, c'était une époque où je vivais beaucoup de... C'était des micro-agressions à tout bout de champ. Le plaquage dans les cases. Là, il fallait que je prenne des stratégies incroyables pour aller aux toilettes, pour Mhm. avoir un peu de quiétude. Sinon, si j'allais aux toilettes en même temps que tout le monde, ben, c'est sûr que je me faisais tabasser aux toilettes. Un des effets négatifs, c'est que moi, je pense que j'aurais été... Ça c'est dur de dire ça. J'aurais été. J'aurais été un étudiant très studieux. Mhm. Moi, j'aimais l'école, mais à un moment donné, là, Steph, j'étais tellement pris là, dans une sorte de carcan. Moi, je dirais ça, un carcan qui t'emprisonne. Tu sais, la haine, là, Mhm. j'ai écrit ça une fois, la haine, ce que ça fait, c'est que ça comprime, ça te comprime. Ça comprime tes poumons, premièrement. Il y en a qui se demandent pourquoi on dit rien. Non, quand on vit des affaires de même, là, l'intimidation sur plusieurs années, il y a des femmes qui se font maltraiter par leur homme pendant des années. On se demande pourquoi ils n'ont pas appelé la police plus tôt. C'est parce que la violence ou la haine, ou peu importe ces affaires-là, la victime, là, elle se fait comprimer comme ça. Et puis là, à un moment donné, tu arrêtes de respirer. À un moment donné, tu arrêtes, tu peux pas parler parce que ta voix, elle projette pas. Bon, là, vous voyez que maintenant, ma voix, elle projette pas mal. Mais quand tu vis ça, là, ça comprime aussi les rêves. Ouais. Moi, j'avais des rêves de travailler en design de mode parce que j'écoutais Top Model avec maman. Puis c'était l'époque les années 90, c'était les belles robes à Lady Di. Puis au bal de secondaire 5, c'est ça que ça disait. Steve s'en va au collège La Salle à Montréal pour faire commerce de la mode. J'étais là une session. Après ça, ben, j'ai abandonné. Je me sentais pas à la hauteur. Puis aussi, je suis ressortie du secondaire fatiguée aussi. Ouais. Donc, c'est sûr et certain que, en n'en point douter, dans ma vie, l'homophobie pendant la période du secondaire, j'ai connu, moi, 2 drames dans ma vie. Ça, est un drame. Un moment où malheureusement, c'était quelque chose qui me construit. Parce que quand tu vis ça pendant 50 ans, là, c'est sûr que moi, maintenant, là, j'étais un homme de 44 ans qui est plein de rêves, plein d'espoir. J'essaie encore aujourd'hui de me remettre de tout ça, mais je vais vivre. Là, je suis rendue. Il y a des blessures maintenant. Je vis de l'anxiété à côté maintenant. Je sais que je ne parais pas ça, mais je vais manquer beaucoup de confiance en moi. Mhm. Tu sais, moi, je suis bon dans quelque chose, je vais rester dedans parce que c'est pour ma fierté personnelle. Mais moi, je suis un gars qui pourrait être Madonna. Là. Dans ma tête, moi, j'ai du culot pour être Madonna. Mais
J'ai tellement été habituée dans cette époque-là à être comprimée que Express Yourself, comme le chante bien Madonna, ça, là, c'est un gros défi pour moi, j'y arrive pas. C'est une époque terrible où j'ai été obligée de grandir là-dedans. Pas de plan pour m'aider. J'ai vécu ça dans un silence total Mhm. et c'est peut-être pour ça que bien des années plus tard, quand j'ai commencé à vouloir m'aimer moi, puis que j'ai compris que là, Steve, occupe-toi de toi-même, c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à être un peu militant, à écrire des livres, à faire comme aujourd'hui un podcast avec toi où on est beaucoup dans les communications. Mais ça Mhm. vient du fait que j'ai pas parlé pendant longtemps. Est-ce que quand tu étais à l'école, justement, secondaire, est-ce que tu savais que tu étais gay? Est-ce que tu t'affichais en tant que gay ou ce que tu vivais, c'était juste parce que tu vivais ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça? Moi, là, je te dis quelque chose, j'ai jamais fait de coming out de ma vie. Parce que quand j'étais un jeune homme, tout de suite, là, moi, j'étais le petit gars maniéré au bout, là. Moi-même, je savais qu'il y avait quelque chose qui me rendait différent. Puis, au primaire, là, j'avais bien remarqué que dans les vestiaires, au niveau de la biologie humaine, là, les petites filles, ils couraient après moi. Moi, j'étais un beau petit garçon, moi, là quand j'étais Flo, là. Les petites filles couraient après moi, puis je les trouvais inintéressantes, puis je les renvoyais. Ils pleuraient, là, à cause de moi. Mais ça, je comprenais pas ça, par exemple. Puis je te jure, Steph, c'est en 6e année du primaire, j'ai tombé par hasard sur le mot homosexuel dans le dictionnaire en cherchant un autre mot. Puis là, j'ai fait ah, ben c'est ça. Ah ouais? Fait que puis moi, j'étais un enfant très j'ai toujours été ça, très théâtral. Je suis très transparent. C'est pour ça que, tu sais, dans le fond, j'ai toujours su au départ qu'il y avait une différence. Puis aussitôt que la puberté est arrivée, parce que souvent on se fixe dans son orientation sexuelle, il faut faire des essais hein, pour savoir, pour confirmer. Donc, aussitôt que la puberté est arrivée, là, je voyais bien que j'étais attirée que vers les hommes. Et puis, quand je suis rentrée au secondaire, ben, je pense que tous les gars qui avaient de l'air un peu maniérés ou qui étaient pas dans une sorte de masculinité là, Ouais. totale, là, Mhm. je pense qu'on était toutes victimes plus ou moins d'homophobie. Là. Mhm. Il y en avait d'autres aussi dans mon époque qui étaient maltraités de la sorte. Mais moi, c'est sûr que j'avais été identifiée rapidement. Ma vie d'homosexuel et ma vie amoureuse est née dans ce désordre et ce chaos-là total, ce Mhm. qui fait que j'ai pas pu embrasser un garçon ni faire l'amour avec un garçon avant que j'arrive à Montréal. Tout le secondaire, j'ai pas eu d'affection, mais je pouvais être attirée vers des garçons, mais pour moi, ça, c'était inaccessible. Ah ouais. Est-ce que tu te sentais coupable de découvrir ça? Quand tu as lu le mot homosexualité dans le dictionnaire et puis que tu as dit: «Ah OK, c'est peut-être ça qui se passe avec moi». Comment tu t'es senti avec ça? Non, moi, je me suis jamais sentie coupable. C'est pas dans mon caractère. Moi, je suis, j'ai hérité du caractère de mes grands-mères qui étaient des reines absolues, qui menaient leur maison. Puis moi, j'ai un tempérament comme ça. Moi, je me suis dit, c'est ça qui est ça. Puis là, j'ai compris
dans l'intelligence du moment que le secondaire allait être un sale moment pour moi. Puis comme en mode survie, j'ai juste été silencieux, puis j'ai été patient. J'avais les coups à tous les jours, puis là, je suis devenue gros. J'ai fait de l'obésité. J'ai été très résilient avec tout ça. J'ai patienté. Puis vers le dernier été, avant que je rentre en secondaire 5, comme si une marraine m'aurait donné un bon sort pour une fois, j'ai maigri. Je suis devenue beau comme un cœur. J'ai fait secondaire 5, puis en secondaire 5, on m'écœurait encore, puis j'ai pas dit un mot. Moi, j'avais un plan, c'était de quitter ma Gaspésie. Puis là, j'étais vive à Montréal. Puis aussitôt que j'ai mis les pieds à Montréal, ben, je me suis vengée, Steph. Je me suis vengée. Là, j'en ai eu des copains. Et quand tu partais de l'école, est-ce qu'il y avait d'autres endroits que tu te sentais au moins en sécurité ou c'était juste à l'école que tu vivais l'homophobie? Ben, chez nous, le soir, là, après les devoirs, là, je m'en allais dans mon lit, puis bien sincèrement, le seul endroit où je me sentais bien, c'était l'espace de mon lit. Où là, j'étais très fatiguée, puis ben, puis là, j'ai commencé à faire beaucoup d'insomnie aussi à cette époque-là, mais j'étais en sécurité dans mes couvertures. Comme là, je me disais, parce que moi, je me disais, la journée est finie. La journée finie, fait que là, les tensions pouvaient baisser. Mais je vivais de l'homophobie à l'école, à tous les jours, dans l'autobus, dans les classes, partout. Ça me poursuivait partout. Puis à la maison, ben, tu sais, le genre de famille qu'il n'y a pas de communication, puis il y a pas de gestes d'amour. Des bons parents, mais pas des parents démonstratifs et affectueux. Donc, je pense que les deux mis ensemble, ça crée beaucoup de solitude. Et c'était comme ça à l'époque. La solitude, c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi depuis ce temps-là, je te dirais. Oui, je comprends. Suite à ce que tu dis, je ne sais pas si tu as vu le film 1,54. C'était c'est un film qui a eu beaucoup d'impact sur moi, qui est sorti en 2016. C'était réalisé par Ian England. Je suis allé voir ce film-là avec mon mari, on n'était pas encore mariés. Et il y a une scène où le jeune garçon est dans une cabine de toilette. Quand j'ai vu ça, on le voit là, la caméra est au-dessus de lui. Et quand j'ai vu cette scène-là, je pensais perdre connaissance. Ça m'a ramené à moi. Moi, j'avais réglé le problème au secondaire, c'est que j'ai passé mon secondaire dans la même cabine de toilette. Parce que c'était invivable du lever au coucher, les insultes, fif, homo, tapette étaient sans arrêt, en plus des menaces physiques. Et là, moi, j'avais réglé le problème, donc j'arrive à l'école le plus vite possible, je m'en allais dans ma cabine de toilette. Et j'ai passé presque 5 ans caché dans les cabines de toilette entre les classes et en arrivant, jusqu'à la fin de mon secondaire 5 où j'ai finalement eu des amis. Quand j'ai vu cette scène-là, ça m'a, comme une charrue m'a passé dessus. Ça m'a tellement bouleversé, puis ça m'a ramené là. Et parce que tu racontes un peu ce qui t'est arrivé à l'école, j'ai vécu beaucoup de choses semblables aussi. Et ça me suit. Et j'ai encore souvent cette vision-là
de cette cabine de toilette-là. J'avais synchronisé ma montre avec la sonnerie de l'école, des classes, et 30 secondes avant, ben, je partais à courir, puis là, je m'en allais dans les classes en espérant pas trop me faire écœurer ou pas me faire ramasser jusqu'à temps que j'arrive dans la classe. Mais est-ce que tu l'as vu, ce film-là? Oui. Oui. Est-ce que ça a eu un impact sur toi? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film-là? Moi, je te dirais que j'ai tous les projets de ce type-là, j'ai toujours la même réaction. J'ai pas de sentiment. Je suis comme encore dans ma survie, on dirait. Ah oui. Moi, je suis toujours. Moi, ça m'atteint pas, ces projets-là, parce que je suis encore dans mon projet de survie à moi. Puis, je trouve ça banal, parce que l'affaire avec autant de haine, c'est que pour moi, c'est devenu quelque chose de normal, de banal. La seule façon pour moi d'être atteint émotionnellement, c'est quand je décide de me retrouver moi-même. Un Steve abandonné, un Steve tout seul, qui a peur dans son coin, puis qui ne sait pas trop comment réagir. Mais moi, je fais beaucoup de clivage par rapport, des fois, aux projets artistiques sur ces sujets-là, parce que malheureusement, on l'a avoué tous les deux, ça nous poursuit, ça. Les gens victimes d'intimidation, d'homophobie, surtout il y a une époque, là, 90 jusqu'à 2010, là, on est tellement marqué que on défait des chaînes, puis il en reste toujours une ou deux qui nous relient à tout ça. Les projets comme une 54, je l'ai vu, puis je me souviens que c'était glacial. Probablement que j'étais en réaction vers ma propre expérience. Je trouve ça super intéressant parce qu'on réagit différemment. Moi, j'ai eu envie de revivre ça pour le sentir, l'exorciser, le sortir une dernière fois. Fait que moi, ça m'a fait comme du bien de voir cette scène-là. Oui, ça m'a bouleversé énormément sur le coup, mais on dirait que ça l'a exorcisé un peu, puis ça l'a banalisé un peu après. Ben, beaucoup. Moi, ma réaction, j'aime l'affrontement. Moi, là, quand j'étais intimidée, là, j'avais conscience que une de mes façons de mener ma rébellion, c'était de me présenter en classe, même si c'était difficile. Je tenais absolument à faire mes journées. J'étais têtue. Puis, tout de suite, j'ai eu l'objectif, fin secondaire 5, je vais m'en aller, puis je vais avoir une maudite belle vie. Mm-hmm. Puis, gare, là, je parle de tout ça, là, j'écris des livres, tant pis. Fallait pas m'avoir donné cette vie-là. Moi, maintenant, j'aime affronter les événements. C'est pour ça que je te disais, j'ai le caractère de mes grands-mères, qui étaient très résilientes, puis qui faisaient non, ça va être dur, on va passer au travers. Puis j'ai beaucoup appris d'elle. Je suis très, très, très fière d'être une tête de cochon comme nos grands-mères avaient, là. Puis, sais-tu quoi? Ça me construit positivement, ça. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de la pauvreté, par exemple. Moi, manger du riz puis du beurre de pinot, même à mon âge, là, je suis pas chalée avec ça. Je vais me débrouiller. Faire une faillite, je perds tout, puis non, je vais me refaire, c'est tout. Mm-hmm. Ça, c'est sûr que je suis devenue résilient, mais comme j'ai un côté rebelle, c'est de la résilience plus, tu
Tu sais, je me laisse pas aller, là. Tu sais, j'essaie d'évoluer dans ma vie, puis je suis devenue quelqu'un d'exigeant. Mais je te dis ça, puis j'ai un sourire. Moi, ça me fait plaisir d'être exigeant. Je pense qu'on apprend, on trouve des forces de résilience qu'on pensait même pas avoir. Si on se réfère à la culture pop, Madonna, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu quand moi, j'étais dans les années 90, dans mon moment d'intimidation. Madonna faisait le Girly Show et puis elle avait passé à Musique Plus, elle a été interviewée. La journaliste lui demande pourquoi que votre troupe de danseurs, c'est juste des homosexuels ou près, là? Ben, Madonna s'est cantée de même, puis elle a répondu ben simple, ben c'est parce que c'est les meilleurs. C'est des gens travailleurs, puis aussi, c'est des gens qui ont la niaque. C'est des gens qui ont, elle expliquait ça, ils ont eu peur, ils ont eu faim, ils ont dû se battre dans la rue. Mhm. C'est des fighters, les homosexuels ont cette possibilité-là. Si tu n'en meurs pas là, de cette haine-là, ben, Mhm. tu deviens particulièrement allumé. Tu sais, comme moi, là, dans le fond, c'est ce que j'aime de la culture LGBT. Et la culture gay, c'est une culture où tu es résilient puis tu es une bad bitch au bout du compte. C'est un coup que tu as compris le Mhm. pouvoir de dire non, Assez. non, c'est assez. Moi, là, je dis non tout le temps, mais juste pour le plaisir. Je dis non tout le temps, juste pour voir la face des gens, parce que les gens ne comprennent pas ce genre de résistance-là. Moi, ça me fait rire. Mais c'est ça, c'est pour ça que dans la culture, je me reconnais beaucoup. Puis Madonna, elle m'a beaucoup apporté là-dessus. Puis ça a donné mon caractère. Parce que Mhm. moi, je me suis vue, hey, mais c'est ça que je suis, moi, un gay qui se démène, là, avec la pauvreté, qui se démène avec, j'ai moins de chance que les autres. Si je suis moins bon à l'école parce que je suis écœurée. Et moi, je suis pas devenu commerçant en mode, hein. Puis j'ai Mhm. pas de maison de haute couture à mon nom, hein. Moi, là, ça m'a gardé à l'état de fils de bûcheron. Je peux juste faire avec ça. Moi, ça m'a enlevé des possibilités. C'est très grave dans la vie des gens vivre de l'intimidation puis de l'homophobie. Il y a vraiment quelque chose en dedans de moi qui s'est déconstruit pour toujours. Ça, je le sais, ça. Mais Dieu merci, je suis résilient puis j'ai fait avec. Mais moi, je connais il y a des hommes de 44 ans qui sont dans des grosses dépressions. Moi, je suis chanceux, Steph, de pouvoir faire des podcasts comme aujourd'hui. Moi, ça fait longtemps que plus personne ne me pose de questions sur rien, là. Je me suis émancipée de tout ça. Mais moi, les rêves d'avant, ça, c'est ceux qui sont brisés pour toujours. Ça fait que c'est ça mon défi, c'est de faire des nouveaux rêves. Mais ça, je pense que beaucoup de compatriotes vivent ça. Oui, je vis la même chose que toi. Et ce qui m'arrive présentement, c'est que j'ai décidé que j'allais justement. Oui, je peux pas vivre les rêves que j'avais quand j'étais jeune parce qu'à l'âge aussi je suis rendu, bon, il y a une certaine réalité, mais j'ai décidé que j'allais vivre Ouais, le moment présent le plus intense possible. Des fois, c'est très fatigant. Mes journées sont, je me couche, je suis mort de fatigue, mais j'ai plus de temps à perdre. Et comme toi, j'ai des nouveaux rêves, puis je vais les faire. Oui, c'est peut-être pas les rêves que j'aurais pu réaliser quand j'étais jeune, mais admettons que je vis assez intensément et assez dans le moment présent. Puis je trouve que c'est important, c'est ça notre survie. c'est C'est ça. parce qu'on était, puis je vais parler pour moi, mais je pense que tu vas te reconnaître, j'ai tellement été dans un état de survie, toute mon énergie allait à survivre
j'ai pas pu réaliser les rêves que j'avais parce que je devais survivre jour après jour, minute après minute. Mais aujourd'hui, oui, comme toi, moi aussi, j'apprends beaucoup à dire non et j'apprends beaucoup à montrer qui je suis. D'ailleurs, c'est pourquoi, une des raisons pourquoi je fais ce podcast-là et qui me fait énormément de bien. Oui, Alors, tu es un artiste et un écrivain. Tu as déjà écrit quelques livres. Il y en a un tout nouveau qui sera publié cet automne. Tu en as déjà parlé un peu, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? donc ça fait 9 ans que j'ai pas publié. Moi, c'est toujours des autopublications. Là, ce qui s'en vient, c'est un livre qui va retracer un peu je revisite les moments qui m'ont rendu le plus résilient. Donc, des moments difficiles de ma vie. Mais cette fois-ci, comme manière de m'exprimer comme ma reine Madonna me le demande, de toute façon, express yourself, j'ai décidé d'y aller en poésie. Donc, ça va s'appeler Les Roseaux. C'est moi qui vais le sortir en autopublication à quelque part cet automne. Les Roseaux, parce que je trouvais que c'était un moment pour moi de faire un peu un hommage à ma Gaspésie natale. C'est pas parce que j'ai vécu des moments difficiles dans ma chère Gaspésie que je suis plus gaspésien. Au loin de là, je suis un grand ambassadeur de la Gaspésie du Nord. Puis les roseaux, ça vient de l'expression les roseaux ne cassent pas. On ne peut pas casser un roseau. Il va se plier dans les tempêtes, il va se coucher au sol, mais quand il va avoir le soleil, il va revenir comme il faut. L'imaginaire du livre, les roseaux exprimaient bien ce que je suis, l'époque, et je me suis mis à l'écriture. Des fois, c'est des textes un peu descriptifs, puis des fois, c'est vraiment de la poésie. Il y a des textes, ma foi du grand bon Dieu, Steph, on pourrait presque croire que c'est une chanson. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup amusée dans l'écriture des roseaux. Justement, en parlant de ce livre, tu m'as envoyé des extraits de ce nouveau livre qui s'en vient très bientôt et que j'ai vraiment hâte de me procurer, Les Roseaux. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous lire cet extrait qui m'a beaucoup touché, De la mort nourrit la vie, et nous expliquer plus en profondeur qu'est-ce que ça signifie pour toi? L'extrait que tu as choisi, c'est celui-ci. De l'immobilité, quelques pas de danse, un point levé. De l'épine, une jolie rose. Des jours de peine, la sagesse. De la condamnation, le pardon. De l'humiliation, la gloire. Ce qu'il faut dire que j'ai travaillé dans une maison de soins palliatifs. Bien sûr, le métier de préposé aux bénéficiaires m'a beaucoup, beaucoup nourri. Un métier que j'ai trouvé particulièrement difficile, par contre, mais parce que c'est le métier qui m'a choisi. Moi, je n'ai pas choisi ça, mais ça m'a choisi moi. Donc, c'est la sagesse des soins palliatifs. Moi, ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que même quelques secondes avant de quitter cette terre, de partir, de mourir, peu importe comment on dit ça, moi, j'ai toujours vu que les gens vivaient. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie dans la mort. Premièrement, il y a 2 moments difficiles pour l'être humain. C'est particulièrement la naissance, que pour le corps humain, c'est vraiment un truc traumatique. C'est très difficile, le processus de naître. C'est des systèmes biologiques qui est mis en œuvre, qui est extraordinaire. Donc, arriver au monde, c'est un exploit, mais quitter ce monde est aussi un exploit. Moi, ça m'a rendu très, 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 très fière
de travailler pour ces gens-là. Il y a des infirmiers, il y a des infirmières, il y a des préposés, des médecins, on entend souvent qui travaillent dans des salles d'accouchement. Mais moi, j'ai vécu à l'autre bout. Moi, j'ai évolué dans une maison de soins palliatifs. Et le processus de la mort est aussi intéressant, à mon avis, que le processus de naître. Le corps humain, il se prépare. On ne meurt pas de même. Il y a une préparation. Puis dans les soins palliatifs, tous les systèmes sont sollicités. Donc, c'est très épuisant, ce moment-là. Un moment intense de la vie. C'est pour ça que je trouve ça... Moi, la leçon que j'ai appris des soins palliatifs, c'est que c'est vivant au bout. Les gens sont résistants, les gens ont peur, les gens ont des réactions, les gens, ils veulent vivre, les gens ont des rêves jusqu'à la dernière minute. Même, c'est des genres de René Angélil là, qui font même des projets pour leurs femmes et pour leurs enfants. J'ai connu des aides médicales à mourir où c'était des moments extraordinairement vivants, où c'était des célébrations, la famille réunie, les repas d'adieu la veille. Moi, j'ai donné des bains. Moi, là, le petit Steve, fils de bûcheron, j'ai pu donner des bains, catiner du monde qui se préparait à mourir. Moi, qui est très impressionnable dans la vie, c'est sûr que ça m'a beaucoup impressionné, tout ça. Ça m'a inspiré ce moment d'hommage-là où la mort nourrit la vie. C'est vrai. C'est jusqu'au bout. La vraie vérité, là, c'est que tant qu'il n'y a pas le dernier souffle, tout l'espoir est encore là, intact. J'ai trouvé que les gens qui vivaient ça étaient très courageux. C'est ce que ça m'a inspiré. C'est difficile, ces moments-là, à n'en point douter. Donc, c'était ma façon à moi, qui n'est plus préposée maintenant. C'était ma façon à moi, dans les roseaux, d'un peu rendre hommage à cette partie-là. Et puis, vu que les roseaux, ça parle de résilience, ben moi, c'est sûr et certain, tu sais, tu donnes un bain à un gars qui a 64 ans, puis qui te dit « Hey Steve, j'espère que tu vas tout faire pour réaliser tes rêves, parce que moi, je vais mourir bientôt. Je ne pourrai pas profiter de ma retraite. Puis il y a plein d'affaires que j'aurais aimé faire. » Fait que moi, je suis un gars sensible. C'est sûr que ça m'a impacté des moments comme ça. Fait que moi, je me dis, Steph, tout ça, là, les soins palliatifs, que ça m'a inspiré, c'est que il faut que au moins j'essaye de réaliser mes ambitions. Même, je pourrais dire que même si il n'y a pas de réussite, ce que ça m'inspire, c'est qu'au moins, je n'aurai pas de regrets. Donc, voilà. Quand on dit les regrets sur ton lit de mort, là, ben, moi, j'ai vu de mes yeux, et entendu des confidences qui m'ont appris que je devais vivre. J'ai envie d'expérimenter ça, je le fais. Ouais. Parce que, dans mon cas, la mort nourrit la vie. Tu vois, ces rencontres-là qui ne sont pas du tout anonymes, c'est des rencontres marquantes, là. Ça, c'est sûr, quand tu travailles en soins palliatifs. Ben, tu vois, à n'en point douter, ça nourrit ma vie à moi, là. Donc, c'est un peu la morale de cette histoire-là. C'est une bonne morale. Et puis, il y a un autre extrait qui m'a beaucoup touché. C'est celui de « L'amour revient de guerre ». Si tu me permets,
Oui. J'aimerais le lire. J'avance comme un héros, bannière bien haute. Je reviens de guerre. Le temps me donne raison. Il y avait cette dernière bataille, là où s'éteignent les rêves d'avant, dans la clairière verdoyante de la jeunesse. Ma question suite à ça, c'était quoi cette dernière bataille? Mais c'est tellement beau, Steph. C'est moi qui écris ça. Oui. Ça me fait beaucoup plaisir de l'entendre de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Steph, pour ça. Pour moi, la dernière bataille, c'est d'aller me rechercher moi. C'est le Steve qui quitte l'enfance puis qui rentre dans cette terrible période, qui n'a pas eu beaucoup d'amour. Un petit Steve apeuré par tout, puis qui se débrouille, puis qui n'a jamais été vraiment consolé. Un Steve malmené, puis ultimement par moi-même aussi. Et puis là, bon, tranquillement, je deviens une vieille picouille, Steph. Je vais avoir 45 ans. Ah, vous êtes encore jeune. Ouais, mais moi, vieille picouille, là, c'est assumé. Hey, là, aujourd'hui, là, je suis assez fort, là. Fini le niaisage. Mhm. Il y a quelque chose en moi qui demande à être réparé. Puis c'est rien que moi qui peux organiser ça. C'est ce que la solitude m'a appris, en tout cas, de me débrouiller par moi-même. Fait que dans l'amour revient de guerre, c'est moi à mon âge qui retourne reprendre le petit Steve qui vit des tourments, puis qui dit, gars, Steve, c'est fini. On a perdu. Fait que là, je te prends, puis bientôt, on s'en va à la maison. Moi, là, de dire, il y a quelque chose chez moi qui est grave, qui est de l'ordre de, à ce jeu-là, j'ai perdu. J'ai perdu, je déclare forfait, je ne m'astine plus. Là, ce qui est temps de préparer, c'est la paix. Chez moi, dans mon être, c'est la paix. Mhm. Fait que là, il y avait un Steve, un petit Steve qui demandait à être retiré de ces moments difficiles-là. Puis tout ça, c'est de l'introspection là, que je mets en poésie. Il faut comprendre ça. Là. Mhm. C'est ma manière mature d'analyser cette situation-là. C'est figuré, mais c'est d'aller rechercher un Steve adolescent puis de le ramener à la maison. C'est figuré, mais le processus, c'est le retour à la maison. Mhm. C'est le retour à la maison, puis moi, je suis un gars qui affronte. Puis j'ai pas de misère à dire, c'est fini, on a perdu. Les rêves d'avant, c'est pas possible dans cette vie-ci. Ça va rester sur le champ de bataille. Peu importe comment qu'on peut nommer ça, c'est des ruines à cette heure. Puis moi-même, de ma maturité, j'aime revisiter ce champ de bataille-là, puis de constater les ruines de ce passé-là. Parce Mhm. que moi, je vieillis tranquillement, puis j'aime constater la distance qui se crée. Fait que ce champ de bataille-là, c'est un lieu où j'ai vécu la haine, j'ai vécu la colère des gens, un Steve prostré comme ça. Puis moi, je trouvais important, du haut de ma sagesse d'aujourd'hui, de reconnaître. C'est beau, viens-t'en, on rentre à la maison. Puis la fin du texte, ce que ça dit, c'est qu'on rentre à la maison avec mon chat puis mon chum.
Fait que on peut voir, on peut jaucher dans cette poésie-là ma maturité d'aujourd'hui. Accepter ce qui s'est passé. Accepter, c'est ça qui est ça. Hmm. Moi, j'aime nommer. C'est un drame. Ça, c'est sûr. Mais malheureusement, je pense que ça fait partie de la vie. Moi, c'est ça. Moi, j'ai une grande gueule, je le dis. Mais je pense que beaucoup de gens portent leur croix, là. Moi, j'ai vécu ça. Il y a des femmes qui ont été violentées. Il y a des gens victimes de racisme. C'est épouvantable ce qu'on leur fait vivre. Puis j'ai beaucoup d'empathie. J'ose pas imaginer une seconde un compatriote, là, un gens issu de la communauté LGBT+, en Ukraine ou en Russie, où ça se déchire présentement. Eux autres, je prie littéralement pour eux autres, là, tu sais. Là, dans les roseaux, c'est humblement je nomme ma croix à moi que j'ai eu à porter. Il y a un autre extrait qui est de la parole la plus dure qu'on m'ait dite. Celle-là m'a vraiment bouleversé. Je vais essayer de la lire. Juste à y penser, ça me bouleverse un peu, mais oui, je vais te la lire, celle-là aussi. Tu seras la honte de la famille. Une phrase lancée à peine 10 minutes avant mon départ pour la grande ville. Un jeune homme gay, la tête pleine de rêves, promis une carrière en commerce de la mode. Dans l'autobus qui m'éloignait de la Gaspésie, la trahison m'écrasait. Un vide abyssal s'ouvrait en moi, une solitude glaciale, comme un trou noir qui remplace la chaleur du cœur. Un sentiment qui ne m'a jamais quitté. Ouf! Où en es-tu aujourd'hui avec ce sentiment-là? Hey, ça me fait tellement drôle de t'entendre citer les roseaux parce que c'est mon bébé pour l'instant. C'était le texte qui m'a le plus challengé. C'est pas un long texte, ce texte-là. Ça, c'est mon autre blessure, c'est l'abandon. Moi, je tiens à dire que ma famille, je les aime tellement, là. J'aimerais tellement ça, être un huet aimé des autres huets. Mais c'est une belle tragédie shakespearienne, là. Moi, je suis aimée de tout le monde, mais pas des gens que je voudrais être aimée. Donc, je pense que ça démontre bien l'époque. Sera la honte de la famille, je pense que c'est quelque chose qui se dirait moins aujourd'hui en Gaspésie-du-Nord, parce que ça va comme dans toute l'éducation aussi. Ma mère, quand elle disait ça, là, elle apportait elle-même ses propres enjeux, puis c'est réellement l'expression d'une époque qui est dans cette phrase-là. Mais moi, c'est sûr que cette phrase-là, dit par le voisin, ça a peut-être moins d'importance, mais cette phrase-là, dit par une femme que j'aimais beaucoup, ben là, c'est sûr que c'était pour moi, c'est une phrase qui était malheureusement un pilier de ma vie. Ça m'a beaucoup impacté. Une des choses qui est arrivée à la suite de cette phrase-là, c'est que je me suis bloquée au niveau émotif, comme pour essayer de plus jamais être déçue par ce genre de phrase-là. Ça fait même pas longtemps, Steph, que j'apprends
à m'ouvrir à nouveau à une forme de famille. Parce que, tu sais, les affaires de la communauté, là, que beaucoup de compatriotes vont faire, là, la famille choisie, puis tout ça, là. Moi, c'est des affaires, là. Je suis très british, moi, Steph. J'aime pas. C'est ma famille de ça. Tu sais, comme dans ma belle famille, là, c'est des Acadiens. Ils sont accueillants sans bon sens, ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai une relation franche avec ma belle-mère puis mon beau-père. C'est mes beaux-parents, c'est pas des amis, puis c'est surtout pas ma mère de remplacement. Moi, des mères de remplacement, puis tout ça, j'ai pas trop embarqué là-dedans. Ma mère, mes parents, ma famille sont loin d'être parfaits, mais c'est eux autres que j'aime. Moi, j'aime mieux souffrir de ça. C'est mon seul lien que j'ai avec ma famille. C'est ça. C'est cette souffrance-là. Donc, c'est quelque chose que je chéris beaucoup parce que j'ai pas le caractère qu'il faut pour faire semblant. Puis des affaires de substitution, j'aime pas trop ça. Comme, je suis très frontaire, moi. Moi, j'aime l'adaptation, mais pas ça. Hein? Fait que dans le fond, c'est sûr que ça me fait vieillir vite. Ça m'a endurci. C'était l'effet d'un coup de poing, là. Et imagine-toi mon désarroi. C'était une phrase dite à, mettons, vraiment un mauvais moment, là. Moi, je viens de me sortir du secondaire 5. J'ai survécu au secondaire. Je m'apprête à intégrer le collège La Salle. Ton rêve. Mes valises, là, qui sont sur le perron, là, où je m'en vais dans l'autobus, comme je dis, là, dans le texte, là, je m'en vais m'installer à Montréal pour étudier, réaliser mon rêve, mais ma mère me dit ça 10 minutes avant que j'embarque dans l'autobus. Ben, cette phrase-là, elle a fait en sorte que je passe à côté de quelque chose de sûrement grandiose parce qu'avec le caractère que j'ai, j'aurais eu vraiment une maison de couture dépareillée. Bon, là, j'en ris, mais disons que ça a définitivement créé des conflits. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire, cette phrase-là? C'était parce que tu allais étudier dans le commerce de la mode ou parce que non, parce que qui j'étais tu gay. étais? C'était quoi, Non, tu penses, la raison de cette phrase-là? c'est de l'homophobie. De l'homophobie la plus totale, la plus gratuite. L'affaire, c'est que ma mère, elle pouvait pas tolérer, peut-être, je vais être cru, mais elle pouvait pas tolérer trop d'affaires dans la vie. Être pauvre, ne pas elle-même réaliser ses rêves, plus un fils gay, ça, c'était trop probablement. Ça, c'est une version très basique de la lecture de la situation. Quand tu auras la honte de la famille, la conversation avait commencé. Ma mère, elle a évité la question sur mon orientation sexuelle tout le long de mon passage au secondaire. Ma mère, je la comprends, j'ai hérité du même caractère qu'elle. Fait que là, elle se berçait, comme les mamans gaspésiennes font, elle se berçait. Puis là, je voyais qu'elle avait quelque chose à me dire, mais c'était d'une tension extraordinaire. Il aurait pu éclater un orage dans la cuisine. Moi, j'étais assis dans la chaise berçante, proche de l'entrée, puis elle était à la table. Puis elle dit, là, tu vas nous ramener une fille, là. Puis là, moi, j'ai trouvé ça... Mais moi, ça, c'est la partie le fun pour moi parce que c'est là que j'ai su que je pouvais commencer à me défendre. Parce qu'une fois de temps en temps, Steph, envoyer chier quelqu'un, ça fait du bien aussi. C'est là que j'ai vu que j'étais capable de me défendre. Parce que je me suis défendue à ce moment-là. J'ai fait un affrontement en règle.
Puis là, elle dit, j'aimerais ça que tu nous ramènes une fille, là. Puis avec tout ce que je venais de vivre, je trouvais ça incroyable qu'on me demande ça, là. Mhm. Puis là, je la regardais, puis c'était la première fois que je faisais ça, Steph, là. Défier quelqu'un. C'est pour ça que en réalité, c'était un bon moment. Mais c'était un moment de construction, même si c'était difficile. Je la regardais, puis j'ai dit, non, ça va être un garçon. Puis là, elle est venue rouge Bourgogne, comme bien des mamans l'auraient fait. Puis elle s'est penchée la tête dans son petit prière, là. Elle faisait semblant de prier. Des mamans très théâtrales, sont très des mamans italiennes par chez nous, hein. Maman pouvait se mettre à pleurer facilement, des mamans comme ça, hein. Mais il faut en rire maintenant. Puis là, elle dit, tu vas être la honte de la famille. Bon. Et des paroles. J'ai trouvé que malheureusement, on a déjà été proches. Ça a déjà été même une héroïne pour moi. Puis la plupart du temps, c'est à ça que je me rattache. Mais j'avais déjà débuté un sentiment de solitude avec la période du secondaire. Puis là, ça a juste fait un gouffre de solitude parce que pour moi, je venais de perdre un appui, une alliée importante. Donc, j'ai dû me débrouiller seule pas mal à partir de ce moment-là. Parce que moi, quand j'ai quitté le village, ma maman, elle pleurait là, en bas, là, puis je la Mhm. regardais. Moi, j'étais dans l'autobus, puis moi, je suis devenue drette comme un piquette. Donc, c'était un début d'une forme de rébellion chez moi. Ça a créé ça. Est-ce que tu as essayé de lui reparler de cette phrase-là? Qu'est-ce que ça t'avait fait? L'impact que ça a eu sur toi? Est-ce que tu as déjà eu cette conversation-là avec elle après? Pas vraiment parce que maman a commencé à être vraiment malade. Elle a vécu beaucoup d'années difficiles après cette période-là. Mhm. Et pendant une dizaine d'années, là, c'est comme ça que j'ai appris à pas parler à ma famille parce que les gens, après cet événement-là, les gens se sont dispersés et puis ma mère, elle est tombée vraiment de plus en plus malade et tout ça. Elle est décédée maintenant. Maman avait une santé fragile. Et puis moi, j'ai comme eu une éducation un peu à la british, là, où on n'écœure pas les gens qui sont malades, puis tout ça. Mhm. Donc, il y a eu beaucoup de moments ratés qu'on aurait pu s'expliquer. Bien des années plus tard, là, j'ai voulu faire un renouveau, puis c'était vraiment difficile parce que mon mari, lui, sa situation, c'est pas du tout comme moi, là. Il est bien entouré de sa famille. Il y a des contacts très sains avec sa famille, des hauts puis des bas, mais ça reste que c'est des gens très soudés. Fait que là, il y avait comme un clash de... là, ça paraissait comme le nez au milieu du visage qu'il y avait un gros problème entre moi et la famille. Donc, au mariage, personne n'est venu sauf mon père. C'est une relation conflictuelle, même encore à ce jour. Et ton père a été à votre mariage. Ouais. Présentement, c'est quoi la relation avec ton père? Malheureusement, à ce jour, c'est pas mal inexistant. Mon père est venu vivre à Rimouski il y a quelque temps. Et puis, on a eu un bon moment ensemble, mais quand j'ai voulu, avec lui, revenir sur ces événements-là, c'était, j'ai déchanté, c'était pas possible. Mhm.
Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime, je suis peut-être pas très conciliant, mais j'aime beaucoup aller au fond des choses. Donc, je pense que j'ai accepté le titre de mouton noir de la famille. Et puis, ça vient avec. Pour rester poli, je dirais que ça vient avec. Cette phrase-là dont on parle, pourquoi elle m'a bouleversé énormément, c'est que j'en ai eu beaucoup des phrases comme ça. Il y a les phrases que j'ai reçues comme toi là, en grandissant et à l'école et tout. Et j'ai eu les phrases que j'ai reçues quand j'ai décidé de prendre soin de moi et de vivre. Quand j'ai décidé à ma début trentaine de guérir et de me prendre en charge et d'aller chercher de l'aide et de me guérir. C'est là que j'ai pris la décision de dénoncer et de raconter ce qui m'est arrivé, ce que ça m'avait fait. De ce temps-là à aujourd'hui, on ne veut pas encore entendre et on ne veut pas écouter ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas laquelle des phrases qui est la pire, mais il y en a. Je pense qu'il y en a une qui ressort le plus. Et puis, je les ai toutes écrites. Et quand j'ai envie de, de me sentir coupable, parce que encore aujourd'hui, ça va m'arriver de me sentir coupable d'avoir mis mes limites et de prendre soin de moi et de me choisir, parce que ça m'arrive encore d'avoir ce petit sentiment-là, des fois, de culpabilité, ben, je vais relire ces phrases-là juste pour, ça me fait du bien. C'est bizarre à dire, mais ça confirme le travail que je fais aujourd'hui et le pourquoi je prends soin de moi. Oui. Puis, je pense, moi, la pire phrase, c'est ça, c'est quand j'ai voulu partager l'impact que ça a encore aujourd'hui sur moi et ce que ça l'a eu. Eh bien, on m'a dit, pauvre petit, tu fais donc pitié, tu joues la victime. Ça a été une des pires. Et l'autre, je crois, c'est reviens-en, c'est des histoires de jeunesse, tu veux juste nous détruire et te venger. Ces phrases-là partiront jamais. Ils sont gravés dans mon corps, ils sont gravés dans ma tête. Pour toi, tu m'inspires beaucoup de voir que tu acceptes ça et que tu continues. Ça me fait beaucoup de bien. Mais ta Puis, phrase m'a vraiment... elle m'a rentré dedans, comme on dit. ben, si ça peut inspirer les gens, justement, là, moi, là, ce que je me dis tout le temps, c'est just too bad, vous n'êtes pas avec moi, ben, moi, j'avance. Mm-hmm. Puis, moi, j'avance. Puis, on devient mouton noir comment? On devient le mouton noir de la place à cause de l'intolérance des autres. Ben moi, ce que j'ai appris dans la vie, Steph, là, c'est que je peux pas porter les croix des autres, j'ai assez de la mienne à porter. Voilà. Fait que, gars, ça, c'est des conséquences qui sont plutôt délicieuses, moi, je trouve. Ce qui arrive avec l'homophobie, c'est que dans le fond, je reviens au début, qu'on se sent comprimé à un moment donné, on ne peut pas parler, on ne peut pas respirer. Mm-hmm. Mais gars, just too bad, Steve Huet est en ville, les gens vont devoir m'entendre jusqu'à la fin de mes jours. Mm. Puis les Huet, là, on vit très, 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 très vieux. C'est pas le premier podcast que je vais faire, c'est pas le dernier livre que je vais écrire. Mm-hmm. Le sujet de la famille, elle est importante pour moi parce que j'y accorde beaucoup d'importance. Puis tant que j'aurais pas décidé autrement, ça va y aller par là. Les gens nous refusent. Ben moi, je décide que je me starte une nouvelle business. Moi, j'aime mieux être tout seul que d'être si mal accompagné.
Ouais, ben c'est aussi, je crois, c'est juste d'être authentique puis d'être nous-mêmes, puis d'enfin se choisir et d'avancer. Parce que je pense qu'on a le choix, on arrive à la croisée des chemins. Bon, est-ce que moi, c'est ce qui est arrivé. Est-ce que je meurs ou je vis? Ben oui. Et j'ai choisi la vie, puis je vais tout faire pour vivre. Et il n'y a plus jamais personne qui va m'empêcher de vivre. Moi, c'est ce que je me dis. J'y tiens mordicus. Ben oui, puis en plus, ce que l'expérience m'a appris, là, c'est que la planète n'arrête pas de tourner, là. Mhm. Si la famille embarque pas, si les petits amis s'embarquent pas, au travail, les patrons, les collègues, ça embarque pas, ben de la merde. C'est moi le boss. Moi, je suis devenu quelqu'un comme ça. Mhm. C'est moi qui décide. Est-ce que je prends toujours les bonnes décisions? Ben non. Mais j'aime mieux me faire chicaner une ou deux fois, là, comme si je serais un enfant de 4 ans, là, que d'avoir un regret de ne pas avoir essayé ou tenté quelque chose. Moi, je trouve que c'est de rester dans une traque où on nourrit la vie. Mhm. Comme si on était une plante verte, là. Ça nous prend le bon soleil, ça nous prend la bonne terre. Mais pour ça, il faut connaître quel genre de plante qu'on est, là. Mhm. Moi, en tout cas, là, ça me prend pas trop de soleil. Fait que, gars, bon, la famille, moi je suis quelqu'un d'assez solitaire. La famille, les petits amis, puis je prends tout ça à un genre de second degré parce que j'ai pas besoin autant maintenant. Quand on a vécu des moments difficiles comme ça, c'est quoi notre responsabilité à nous après? Mhm. Mettons, là, on est victime, on est blessé. Moi, je vous dis ça très froidement, des fois, ça nous permet de comprendre, là, ben, c'est quoi le traitement approprié? C'est à nous, les patients, si on peut dire, c'est à nous de consentir à un traitement. Ça nous remet dans le spotlight, ça nous remet dans un projet de vie. Mhm. Parce que moi, j'aurais pu avoir eu ma maison de haute couture, là, puis j'aurais pu être riche, puis gars, j'aurais peut-être développé quel genre de problème après tout ça, là. Donc, dans le fond, l'important, c'est l'ici maintenant, puis qui prend soin de soi. Mhm. Il faut, si la réponse, c'est tu cherches qui, quoi, comment, ça va mal, ton affaire. Va chercher La, longtemps. la réponse, ça devrait être tout de suite, c'est moi. Mhm. Mais ça, c'est ce que moi j'ai appris présentement, là. Mhm. C'est ma certitude. Donc, toi, tu le fais aussi. C'est prendre une position, dans le fond. Ouais. C'est comme ça qu'on s'en sort. On prend une position. Mhm. Ben, gars, quand je dis de la merde, moi j'avance, là, ben, gars, c'est comme ça, c'est tout. On a comprimé ma parole pendant longtemps. Ben, gars, qu'est-ce que ça a fait? J'écris des livres, puis je fais des podcasts, puis je fais de la radio, puis Dieu seul sait, je fais beaucoup de communication. On a essayé de comprimer ma parole. C'est soit que je continue à me taire, mais là, ce que ça a fait, ben, c'est les gens là, qui m'ont inspiré ça, là, c'est la vie qui m'a inspiré ça. Là. Mhm. Ben, moi, j'ai été construit comme ça. Ça, c'est le sujet de la suite des roseaux qui s'appelle la revanche. Ah, va falloir que tu reviennes. Ah oui. Merci énormément, Steve. C'était mon premier invité en français et c'était au-delà de mes attentes, comme je savais que ça serait. Il faudrait vraiment qu'on se rencontre un moment donné. Je pense que la prochaine fois qu'on va monter en Gaspésie, on pourrait arrêter à Rimouski, faire une petite vite, comme on dit. J'aimerais Ouais. beaucoup te rencontrer ton mari. Je pense que ça serait vraiment le fun.
Un gros merci. Ça m'a fait énormément de bien de t'entendre. Ça m'a fait du bien de partager avec toi. Et je suis certain que ça a fait la même chose pour les gens qui nous ont écoutés. Un gros merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci. On s'en parle. Bye. Bye. Que dire de plus? Wow! Quelle conversation inspirante avec Steve. De son enfance lumineuse en Gaspésie, aux blessures de l'abandon et de l'homophobie, il nous montre comment la résilience et la créativité transforment les ténèbres en lumière. Merci Steve pour ton authenticité et ton courage. Cet épisode t'a touché? Partage-le et laisse un commentaire. Mes chers amis, il est déjà temps de dire au revoir, juste pour l'instant. La glace est enfin brisée, comme on dit, et j'ai vraiment hâte de vous retrouver avec un autre épisode en français dans la saison 3 cet automne. En attendant, si vous comprenez l'anglais, il y a plein d'autres épisodes super intéressants à découvrir. Il est aussi possible d'activer les sous-titres en français si vous le souhaitez. J'ai aussi besoin de votre aide. J'aimerais que vous me fassiez des suggestions d'invités. Si vous souhaitez participer vous-même ou si vous connaissez quelqu'un qui serait un bon invité, merci de partager l'invitation et le podcast. J'attends de vos nouvelles avec impatience. Écrivez-moi ici dans les commentaires ou en privé. Tout le monde, partagez ce podcast et répandez la bonne nouvelle. En partageant ce podcast aujourd'hui, vous aiderez quelqu'un à trouver la force d'embrasser pleinement qui il est vraiment. Peu importe d'où vous venez dans le monde, nous sommes tous connectés. Souvenez-vous, la solidarité bat la haine. Plus nous sommes unis, plus nous devenons forts. Parce qu'au bout du compte, nous sommes tous également humains et nous méritons tous les mêmes droits. Une toute dernière chose avant de partir. Pose ta main sur ton cœur et répète après moi, tous ensemble. Je suis exactement comme je dois être. Oui, je suis exactement comme je dois être. Abonne-toi dès maintenant. Votre soutien m'aide à faire vivre ce podcast et à le faire grandir pour notre communauté. Mes chers amis, on se retrouve très bientôt. Ciao! Abonne-toi maintenant et partage pour élever, inspirer et faire une vraie différence dans notre communauté.